Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Soisy Guillaume, procureure de la République près le tribunal judiciaire du Havre. Je suis en compagnie du colonel Aigret, qui est commandant en second du groupement de région Normandie. Aujourd'hui, donc, on a organisé et on a proposé cette conférence de presse pour évoquer l'affaire des chevaux mutilés qui secoue le ressort du tribunal judiciaire du Havre depuis plusieurs semaines, puisque nous sommes confrontés à la commission de sévices graves et d'actes de cruauté ayant pu entraîner pour certains chevaux la mort. Donc la brigade de gendarmerie aussi d'Yvetot, qui est située sur le ressort du tribunal judiciaire du Havre, a aussi constaté la commission d'un fait sur son territoire. Et d'ailleurs, je le précise tout de suite, le tribunal judiciaire de Rouen s'est dessaisi à notre profit de ce fait commis sur le ressort de la brigade de gendarmerie d'Yvetot. Donc, je vous propose de faire une petite synthèse de ce dossier. Le colonel Aigret vous fera un point sur les mesures qui ont été prises par la gendarmerie et la manière dont ils ont travaillé, et puis vous donner des éléments aussi sur les dernières suites judiciaires dans ce dossier. Donc je souhaitais rappeler effectivement que les premiers faits signalés pour lesquels l'hypothèse accidentelle avait pu être écartée sur notre ressort ont été commis dans la nuit du 6 au 7 mai 2025, et les derniers ont été commis dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2025. Donc voilà la période sur laquelle ces faits s'étalent. Dans le cadre des investigations aujourd'hui, 7 faits d'agression d'équidés ont été retenus sur la période, en se fondant à la fois sur le fait qu'il était nécessaire d'écarter des possibilités de blessures accidentelles et les résultats des investigations qui ont pu être menées dans le cadre des enquêtes en cours, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des enquêtes qui sont toujours en cours et d'autres rapprochements qui pourraient être faits. Les attaques qui ont été retenues ont entraîné la mort immédiate ou par euthanasie postérieure de 5 équidés et des blessures graves sur 10 autres équidés. Je propose à ce stade de vous donner la parole, mon colonel, pour faire le point sur la manière dont la gendarmerie a pu gérer. Merci, Madame le procureur. Alors, effectivement, la gendarmerie a pris la mesure de l'événement puisqu'il y avait plusieurs faits qui se produisaient. Pour nous, la difficulté était de faire la part des choses entre des blessures occasionnées naturellement, parce que ça arrive, et puis celles qui étaient du fait de la main de l'homme. On s'est appuyé sur les constatations de nos techniciens en identification criminelle, mais aussi, surtout, des vétérinaires, et rapidement, nous avons mis en place un groupe de travail parce que des faits se produisaient sur plusieurs compagnies de gendarmerie. Ce sont donc des militaires des unités de recherche, des brigades de recherche, appuyés par la section de recherche et avec les fameux techniciens d'identification criminelle du groupement qui ont travaillé sur les faits pour faire des rapprochements, pour faire des constatations sur les lieux et faire des éléments techniques, des prélèvements, etc. Parallèlement à l'enquête, compte tenu de l'émoi légitime auprès des propriétaires, nous avons pris contact avec la Chambre d'agriculture pour faire en sorte que les propriétaires de chevaux soient informés de ce qu'il se produisait, pour qu'ils puissent prendre des mesures à la fois de protection de leurs animaux, mais aussi de surveillance et de réflexe de compte-rendu, enfin de prévenir en tout cas la gendarmerie qui elle-même a accentué les patrouilles à proximité des lieux où se trouvaient des chevaux. Le fait d'avoir fait ce groupe de travail a permis de faire un certain nombre de rapprochements et d'aboutir assez rapidement, finalement, à un phénomène qui aurait pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, très légitimement inquiéter les propriétaires de chevaux, puisque, vous le savez bien, la Normandie est la région dans laquelle il y a le plus grand nombre de chevaux. Voilà. Merci, mon colonel. Donc, je vais reprendre sur l'enquête qui a été diligentée, en précisant que pour l'ensemble des faits qui ont été retenus, ce qui a été un élément aussi important, c'est qu'à chaque fois, on constatait qu'un procédé similaire était utilisé. Les équidés étaient victimes de lacérations plus ou moins profondes, parfois jusqu'à 8 cm. Il faut imaginer ce que ça fait 8 cm. Les photos, d'ailleurs, sont parlantes et difficilement soutenables.
Certains équidés ont eu les yeux crevés et ou présentaient des fractures et écrasements liés à des coups portés. Donc l'utilisation d'objets tranchants ou contondants était objectivée dans chacun de ces dossiers. Sur le lieu des derniers faits, à Saint-Martin-du-Manoir, donc dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2025, l'enquête a pu évoluer favorablement et plus rapidement car du sang humain a été retrouvé. L'auteur des faits s'étant vraisemblablement blessé au moment de la commission des faits. Une analyse ADN a donc été lancée en urgence et le mis en cause, qui était déjà connu au FNAEG, a pu être identifié. Il a été interpellé le 4 août 2025. Des perquisitions ont été menées dans son domicile et dans ses véhicules. Et il est notable qu'ont été retrouvés, notamment dans le véhicule qu'il utilise de manière régulière, un cutter qui présentait des traces de sang séché, une massette présentant des traces rougeâtres, une clé à griffe, un enrouleur avec un ruban de clôture électrifié et des vêtements qui présentaient aussi des traces rougeâtres. À son domicile, on a aussi retrouvé un monoculaire vision de nuit et des biscuits pour chevaux. À ce stade, et il me semble important de le souligner, il convient de préciser que le mis en cause n'a pas de lien particulier avec les équidés. Il ne fait pas d'équitation spécifiquement, il n'est pas professionnel de l'équitation. Le seul lien qu'il peut avoir, c'est le fait que sa petite amie possédait des chevaux. Alors, le mis en cause, et qui est aujourd'hui prévenu, est âgé d'une vingtaine d'années, il est inséré, il réside à proximité du lieu de commission de plusieurs faits. Il est connu de la justice, notamment pour des faits de violence quand il était mineur, mais pas pour des faits similaires. Au moment de son interpellation, il présentait une plaie à la main. Il a pu dire s'être blessé sur son lieu de travail, mais aucun élément extérieur ne pouvait objectiver ces déclarations. Les investigations ont été particulièrement intenses pendant les 48 heures de sa garde à vue et je remercie et je tiens à saluer le travail de la gendarmerie à la fois en amont et pendant ce temps de garde à vue, notamment l'exploitation de son emploi du temps, de sa téléphonie et cela a pu permettre effectivement d'établir et de relever les faits, de rapprocher l'ensemble des faits pour lesquels il est aujourd'hui prévenu. Et le mis en cause a aussi été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de sa garde à vue. Alors, sur les déclarations qu'il a pu faire, je vous indique d'ores et déjà qu'il a reconnu sa présence sur deux faits. Les faits du 31 juillet 2025 au 1er août 2025 à Saint-Martin-du-Manoir et ceux du 26 au 27 juin 2025 à Saint-Vadiepdal, il faut que je le prononce bien. Sur ces deux faits, on a à chaque fois un équidé qui était mort et pour les faits de Saint-Martin-du-Manoir, 4 autres chevaux qui avaient été sévèrement blessés. Pour les faits du 26 au 27 juin 2025, la particularité est que l'animal qui est décédé appartenait à sa petite amie, sans que ce dernier n'ait fait état d'un conflit particulier avec elle. Il a reconnu sa présence, mais il y a peu d'explications sur les coups qu'il a pu porter et il reste très très flou sur ces aspects-là. Il ne peut pas expliquer les raisons de ses agissements. Il explique avoir obéi à des pulsions. Et hormis ces deux faits, les autres faits sont contestés. Donc il a été présenté au parquet du Havre hier en fin de journée. Donc a été retenu dans les termes de la prévention l'ensemble des faits pour lesquels les exploitations téléphoniques et les investigations sur son emploi du temps permettaient de caractériser sa présence, soit 7 agressions sur la période comme je l'ai indiqué. Je ne vais pas revenir sur chacun des faits, mais si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment. Donc, il est prévenu des chefs de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif ayant entraîné la mort, sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif, donc ça sans avoir entraîné la mort pour les animaux blessés, et de port et transport d'armes sur l'ensemble de la période d'armes de catégorie D. Pour ces faits, le maximum de la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement. La procédure qui a été choisie, c'est pour ça que je parle du fait que monsieur est prévenu, c'est la procédure de comparution à délai différé.
Le mis en cause a été placé en détention provisoire hier soir dans l'attente de son jugement qui est prévu le 26 septembre 2025. Alors la procédure de comparution à délai différé, c'est une procédure de comparution immédiate un peu aménagée, c'est-à-dire que la personne n'est pas immédiatement jugée, on a suffisamment d'éléments pour établir les faits, mais il y a des investigations qui sont toujours en cours, dont nous attendons le retour, qui permettront donc de juger ce dossier le 26 septembre 2025. Et les actes donc, qui sont toujours en cours, c'est donc dans l'attente de cette audience, ont été diligentés une expertise psychiatrique qui a été ordonnée à distance des faits et hors contexte de garde à vue, le but étant d'éclairer le tribunal sur la personnalité du prévenu et son discernement. Je souligne, parce que j'ai vu que c'était déjà sorti dans la presse, qu'il y a eu une première expertise dans le cadre de la garde à vue qui a évoqué une probable altération au moment des faits. Et je souligne que l'expert a indiqué qu'il était nécessaire d'avoir une analyse plus à distance des faits. Il a pu émettre aussi des réserves sur les propos tenus par la personne qui l'examinait, en précisant aussi qu'à l'occasion de l'entretien, ce dernier ne présentait aucun trouble psychiatrique pouvant altérer ou abolir son discernement et qu'il était accessible à une sanction pénale. Sont aussi attendus des retours d'analyse et des réquisitions qui seront de nature à éclairer le tribunal sur la commission des faits. On attend notamment l'analyse des traces prélevées sur les armes trouvées dans le véhicule du mis en cause. Voilà ce qu'il en est dans ce dossier. Je suis à disposition, enfin, nous sommes à disposition pour répondre à d'éventuelles questions. Pour vous dire, si je peux sur l'altération, est-ce que du coup, lors de cette première expertise, l'expert a relevé une altération Alors, ce que j'ai bien dit, il a évoqué une probable altération. D'accord. Donc, en disant qu'il y avait nécessité de le revoir et que, voilà, il émettait des interrogations. Donc, il a évoqué une probable. Donc, et en conclusion, bon, ça évoque pas une altération sur le fond. Et il est d'autant plus important, effectivement, de suivre les préconisations de cet expert qui nous dit qu'il faut qu'il soit rencontré plus à distance des faits. Et donc, c'est ce qu'on fait exactement pour qu'il soit revu par un expert avant l'audience du 26 septembre 2025. Une probable altération durant les faits, en fait. Pour le coup, en entretien, il le dit tout à fait bien. Au moment où il le rencontre, il n'y a aucun trouble psychiatrique qui est détecté et il est tout à fait, il n'y a pas d'altération, pas d'abolition. Et il dit peut-être, probablement, c'est vraiment le terme exact, probablement au moment des faits, à vérifier par une nouvelle expertise. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément les noms des communes où se sont produits les faits, si on peut avoir un listing Alors, oui. Alors, je peux vous dire ça. Donc, on a des faits commis à Angerville-Lorcher. Je reprends sur les dates, en fonction des dates. Notre-Dame-du-Bec, Saint-Va-Diepdal, Fauville-en-Caux, Saint-Martin-du-Manoir. Voilà, c'est l'ensemble des lieux qui ont été retenus. Et précisément les dates, si vous voulez. Ok, allons-y. Donc, j'ai tout. Pour Angerville-Lorcher, c'est entre le 6 et le 7 mai 2025. Notre-Dame-du-Bec, entre le 13 et le 14 mai 2025. Donc, comme à chaque fois c'est la nuit, on prend ces deux dates. Angerville-Lorcher, encore entre le 14 et le 15 juin 2025. Saint-Va-Diepdal, entre le 26 et le 27 juin 2025. Angerville-Lorcher, à nouveau entre le 11 et le 12 juillet 2025, Fauville-en-Caux entre le 13 et le 14 juillet 2025 et Saint-Martin-du-Manoir entre le 31 juillet et le 1er août 2025. Vous disiez que tout a été fait de nuit, mais de mémoire, il y a a priori un acte qui a été, un acte qui a été réalisé le jour selon l'une des propriétaires des chevaux victimes. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors lequel? S'il faut que parce que je vais vous répondre en vérifiant bien tout. A priori, nous, à chaque fois, on était... Mais peut-être que c'est un des faits qui n'est pas retenu. Donc il faudrait que vous me précisiez exactement...
Alors 6 ou 7, C'est peut-être à la- mais c'était pour moi, c'était dans la nuit. Oui. Hein, ça, c'est- où le cheval a eu les deux yeux crevés. Donc c'était où, en Jarry ou Saint-Martin Je crois que c'était en Jarry. Parce que Saint-Martin, nous, donc c'est les tout premiers, 6 et 7 mai, vous dites. Alors, on va vérifier cet aspect-là, parce que nous, c'est sûr. Bah, pour moi, c'est le 7 mai au matin qu'il est retrouvé. Donc, voilà. D'accord, oui, donc, parce que pour nous, il y en avait un qui avait été... ok. Bon, en tout cas, pour vous, tout a été fait. Bah, en fait, nous, de nuit, ils sont constatés. Voilà, ils sont constatés le matin. Et donc, on en déduit que c'est de nuit. Après, ça peut être. On ne peut pas exclure. À chaque fois, on prend les deux dates, enfin la date à laquelle les propriétaires ont vu leur cheval en bonne santé et la date à laquelle ils le découvrent. Donc, parfois, c'est pas. Ça peut ne pas être en fin de journée la veille. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'on prend cette date-là. Mais ce qu'on remarque à chaque fois, effectivement, c'est que c'est globalement le matin que les propriétaires découvrent malheureusement les sévices commis sur leurs animaux. J'imagine qu'il y a une exploitation de son environnement numérique. Est-ce que vous avez retrouvé dans ses téléphones, ordinateurs, des indices, des traces de recherche, je ne sais pas comment mutiler un cheval, ou des indices qui auraient pu essayer de présager la sellette, des photos, des vidéos? Alors, on a évidemment exploité son téléphone notamment, et ce qu'on a pu retrouver, c'est des recherches effectivement sur l'ensemble sur chevaux mutilés, pas sur comment mutiler un cheval, mais sur l'ensemble des événements et ce qui était relayé dans la presse sur les mutilations de chevaux. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur son profil? Alors, ce que je vous ai indiqué, c'est qu'il était jeune, qu'il était inséré. Je ne souhaite pas en dire beaucoup plus, parce que lui aussi sa vie privée doit être préservée. Vous avez vu dans ce que je dis qu'il a aussi une petite amie. Donc, c'est plutôt ce que je peux indiquer. Est-ce que vous cherchez d'autres potentiels auteurs ou a priori, il est public? A priori, alors évidemment, on a regardé ça. En l'état, on n'a que lui. Il pourrait y en avoir d'autres, éventuellement. Ou pas. C'est pas l'hypothèse première, hein, vraiment pas. Mais moi, je jure jamais de rien. Je préfère, mais c'est vraiment pas notre hypothèse première. Et effectivement, compte tenu de ce qui s'est passé, il peut arriver qu'il y ait des chevaux mutilés. Et comme c'est une affaire qui défraye un peu la chronique, des propriétaires peuvent dire mon animal a été mutilé par la main de l'homme, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est toute la difficulté de discriminer. Mais en tout cas, vous estimez que les 7 faits anthropologiques qu'on lui reproche, il est l'auteur. Et lui reconnaît 2 de ces 7 faits. Sa présence sur 2 de ces 7 faits, effectivement. Quand je dis sa présence, c'est que sur il n'explique pas tout à fait clairement les sévices qui ont été constatés sur les animaux. Il dit qu'effectivement, il était là, qu'il a pu rentrer dans l'enclos, qu'il a pu s'attaquer aux chevaux, mais dans la manière dont il s'exprime, on n'a pas la compréhension des blessures constatées. Donc j'appelle pas ça une reconnaissance totale, mais on peut à minima dire qu'il reconnaît sa présence sur ces 2 faits-là. Et effectivement, pour ceux pour lesquels on a retenu sa participation et pour lesquels il est prévenu, évidemment, on considère qu'il y a suffisamment d'éléments. Puis c'est après le tribunal qui statuera et qui décidera en septembre s'il considère qu'il est coupable ou non. Et pour les 5 autres faits, du coup, il avance des arguments pour dire non, je n'étais pas parce que j'étais ailleurs. Enfin, il a un alibi ou... Alors, sur les autres éléments, on a, nous, sur la recherche de son emploi du temps et sur sa téléphonie, des éléments qui nous permettent d'établir qu'il était à proximité des faits, et on n'a pas d'alibi porté par ce dernier. Et on a peu d'explications. En fait, de manière générale, il donne peu d'explications. Je vais le dire de manière assez synthétique, c'est ça. Sa petite amie, quand vous êtes auditionné, est-ce qu'elle a un début d'explication ou elle est dans une incompréhension totale? Alors, elle a effectivement été entendue. Il n'y a pas tout à fait d'explication qui puisse être donnée, d'explication claire là-dessus. Quand je dis qu'il n'y avait pas de conflit avec elle,
effectivement, elle confirme qu'il n'y avait pas de conflit spécifique. Elle peut décrire une personnalité qui peut être un peu bagarreuse. Et nous, ce qui est confirmé par le fait qu'on est, comme je vous l'ai indiqué, quand il était mineur, on a pu avoir des faits de violence qui ont été retrouvés. Mais rien sur animaux. Il y a combien de mentions sur le casier, justement ? Alors, comme il est mineur, je ne vais pas vous parler des mentions sur le casier. Ouais, en principe, il y en avait 2. Voilà, je me tourne. 2 mentions sur le casier. Il y en a une en tant que mineur et une en tant que majeur pour des faits qui n'ont rien à voir. Je me permets, concernant de rebondir sur la vie, ce que je pensais tout à l'heure. Avant la conférence de presse, interviewé les avocats du suspect qui me précisaient que sur les faits reprochés, donc en effet, il reconnaissait, on va dire, 2 des 7 faits, et sur l'un des 5 qu'il ne reconnaissait pas, il avait un alibi. C'est pour ça que je reprends cette notion d'alibi. Mais vous, ça, vous l'écartez. Il n'a pas. Et l'alibi, c'est lequel ? C'est peut-être un membre de la famille qui est extrêmement proche, c'est ça ? Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas le détail. Voilà. Ce que vous ne considérez pas spécialement. Voilà, je pense que ça doit être ça. Et donc, nous, on considère qu'effectivement, ça ne constitue pas en soi un alibi. Le nombre de propriétaires au total à ce stade ? Alors, on doit être sur. Je pense que. Alors, il faut que je retrouve là exactement. Puisqu'on a 15 chevaux en fait qui sont retenus, mais parfois on a effectivement le même propriétaire sur le nombre. Il faut que je vous refasse le compte là, ça j'ai pas. Je suis désolée. Oui, parce qu'il peut y avoir plusieurs propriétaires. Il y a des chevaux qui sont mis en pâture ou en... Ouais, mais là j'ai l'impression qu'on est quasi sur. On est sur 15 aussi. 11, 11, vous avez 11. Ah oui, là c'est la même propriétaire, effectivement. Bon, donc ce serait 11. Voilà. 15 chevaux, c'est 15 chevaux mutilés et combien de décédés ? 5 qui sont décédés et 10 qui ont été blessés. D'accord. Donc en tout 15 chevaux. Pour rebondir sur ce que vous disiez au tout début, en disant que éventuellement il pourrait y avoir peut-être d'autres auteurs, d'autres faits. C'est ça, En fait, ce qu'on a indiqué, je vous indiquais qu'on avait retenu 7 agressions. Et le gros enjeu, et c'est toujours des faits pour lesquels on reste extrêmement prudent, c'est, et ce que vous avez indiqué, différencier l'accident des actes de cruauté. Et donc, notamment sur un des faits, les faits du 14 au 15 mai, on avait par exemple initialement un vétérinaire qui disait que ça pouvait, alors qu'il n'excluait pas le fait qu'il y ait une intervention extérieure, mais qui disait que ça pouvait être accidentel. C'est toute la difficulté de l'analyse qui peut être faite. Et donc, c'est pour ça qu'on reste très prudent. Donc, c'est des faits pour lesquels a priori, on dit que l'hypothèse accidentelle n'est pas exclue. Nous, on n'a pas d'éléments qui permettent, quand on dit, je dis ça de manière accrochée, mais de dire de manière certaine c'est accidentel et on ferme la porte, c'est trop présomptueux de le dire comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ne ferme pas la porte sur ces faits-là à toute fin. D'accord, mais donc par rapport à ce fait-là, il n'est pas reproché au suspect en l'occurrence. Le fait du 14 au 15 mai. Si. Si, puisqu'on a des éléments qui nous permettent de caractériser. Et donc, c'est vous dire toute la difficulté de l'exercice et la manière dont la gendarmerie a dû opérer pour discriminer. Et on s'est appuyé aussi sur les blessures qui étaient relevées, la multiplicité des blessures. Là, en l'occurrence, dans la nuit du 14 au 15 mai, il y avait une multiplicité de blessures sur l'animal et ça a entraîné, pour le coup, son décès. Une question peut-être plus sur le côté opérationnel qui vous concerne, monsieur. Même si le suspect a été placé en garde à vue et c'est présenté à la justice, est-ce qu'il va y avoir un dispositif de protection, de surveillance de la part de vos services dans les prochaines semaines, prochains mois, pour pas que ça donne de mauvaises idées à certains Bien sûr, on va continuer à être attentif au phénomène parce que on ne voudrait pas donner de mauvaises idées, mais vous connaissez le risque. On continue évidemment à faire attention à ces événements, bien sûr. Oui.
Et est-ce que vous ciblez, enfin, comment vous faites, parce que les chevaux, on confirme leur ligne, c'est baquet, comment vous faites pour cibler telle ou telle écurie ou prêt ou, est-ce qu'il y a une stratégie particulière? Alors, la stratégie, c'est de demander aux brigades d'être particulièrement attentives dans leur service quotidien, de prendre contact avec les propriétaires et puis d'accentuer les patrouilles. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est aussi passé par la Chambre d'agriculture, qui est en contact avec les propriétaires et qui a pu donner, on avait un certain nombre de documents pour indiquer comment mieux protéger son haras ou les box des chevaux, etc. Et avec aussi un petit questionnaire en cas de blessure pour qu'on sache exactement de quoi il s'agisse, pour qu'ils puissent remplir des documents préformatés, etc., pour nous aider aussi dans nos investigations. Donc, les propriétaires ont été sensibilisés et nous, évidemment, on continue à être attentifs, ce qui est bien normal. Oui. Concernant le mode opératoire, est-ce qu'on sait comment ils s'y prenaient? Vous disiez tout à l'heure que la façon de domicile, on avait trouvé des biscuits pour chevaux, je crois. Est-ce que, par exemple, il a pâté les chevaux avec ces biscuits-là? Alors, au vis-à-vis de ces explications, on ne sait pas grand-chose. Voilà, donc ça c'est sûr. Ce qu'on établit, c'est qu'on a dans son véhicule un certain nombre d'outils et d'armes qui peuvent être qui collent avec les blessures qu'on a retrouvées sur les animaux. Et qui sont ensanglantés. Oui, voilà. Et on a aussi l'utilisation de cordes qui parfois a pu être objectivée. Et on sait, et ça c'est aussi un élément qui est important pour nous, qu'il y a eu des achats de sa part de cordes à proximité de la date d'effet, ce qui pondère l'aspect pulsionnel parfois. Des cordes pour justement accrocher le cheval. Oui, c'est ça. Et certains ont des traces de cordes extrêmement serrées. Et le point commun, c'est la multiplicité du coup des blessures aussi sur les équidés. Le fait qu'il y ait une multiplicité de blessures. Alors, pas sur tous, voilà, pas sur tous, mais ce qu'on a de manière... sur le mode opératoire, les lacérations se retrouvent et le fait de s'attaquer aux yeux des chevaux est quelque chose qui se retrouve de manière très régulière. Justement, je vais venir aux yeux. Est-ce qu'il explique ou vous expliquez par votre enquête le fait qu'il s'attaque particulièrement aux yeux? C'est une zone qui est assez particulière. C'est assez particulier, mais on n'a pas d'explication. L'explication pour avoir, c'est qu'elle puisse être donnée par lui, dans un premier temps. J'espère qu'on pourra mieux comprendre, mais pour le moment, non, on n'a pas d'explication spécifique là-dessus. Sur la mort des 5 chevaux, c'est un des blessures qui ont entraîné une euthanasie. Alors, certains sont morts et ont été retrouvés morts. Ouais. Et l'un a dû être euthanasié dû à la gravité de sa fracture. Et est-ce que cet individu-là, est-ce que vous avez fait le lien éventuellement avec la fameuse vague qui est venue dans les années 2020, il y a quelques années? Est-ce que peut-être que vous n'avez pas eu le temps dans ce timing de faire éventuellement un lien avec les faits qui ont eu il y a quelques années? Est-ce qu'il y a un pont éventuellement On était sûr que vous alliez poser la question. Je vous laisse commencer. D'abord, compte tenu de son âge, il est extrêmement peu probable qu'il ait trempé dans les événements de 2020. Et puis, en 2020, en réalité, il y a très peu... C'était une psychose. De mémoire, je crois qu'il y a 13% des faits pour lesquels on peut rattacher... Oui, 13 ou 20%, mais la main de l'homme, vous voyez, c'est plutôt de l'ordre de la psychose. Et puis après, il peut y avoir un effet d'entraînement, un peu comme les clowns. Il y a eu un phénomène aussi avec les clowns. Voilà, donc, mais il y a eu des faits. Oui, il y a eu des faits, oui. Moins par rapport à ce que... Ouais, d'accord. Alors que là, vous n'avez pas fait de... Non, mais là... L'âge, ça paraît... peu probable. Oui. Même matériellement. Et est-ce que les propriétaires peuvent craindre d'autres attaques éventuellement? Enfin, bon, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous allez être vigilant sur le terrain à faire les patrouilles, etc. Mais bon, il y en a un qui est en effet, là, en l'occurrence, en détention, mais il pourrait y en avoir d'autres qui... On n'est pas en direct. Ne donnez pas de mauvaises idées. Oui, je pense que c'est voilà. Oui, non, mais voilà, c'est ça.
C'est pour ça qu'on va continuer à rester vigilant, bien sûr. On ne sait jamais, il peut y avoir des gens qui prennent de mauvais exemples. Mais on ne le souhaite pas. Sur le nombre de militaires engagés, peut-être Eh ben, enquêteurs et puis alors, le groupe de travail, c'était un militaire par brigade de recherche des 3 compagnies, hein, plus évidemment des militaires des unités concernées. L'appui de la section de recherche, il y avait combien de... Deux de la section de recherche. Les techniciens en identification criminelle, qui ont fait un travail remarquable. Et puis, après, tout le monde s'est un petit peu mobilisé. Hein, le centre opérationnel, qui, quand il recevait des appels, faisait tout de suite le lien, etc. Donc, c'est tout le groupement qui a été mobilisé parce que, encore une fois, on a parfaitement compris rapidement la sensibilité et l'émoi légitime, et c'est la raison pour laquelle mon général a décidé de faire un groupe de travail très rapidement. peut-être juste une dernière question me concernant. Pour revenir sur l'altération, pour rebondir sur les propos des 2 avocats du suspect que j'ai eu auparavant au téléphone, ils s'étonnaient, eux, parce que évidemment, ils n'ont pas plaidé pour les détentions provisoires, mais j'imagine bien, un contrôle judiciaire et justement une demande d'hospitalisation, enfin, surtout une demande d'hospitalisation. Et eux se disent être en colère, du fait qu'on mette en détention, tout en respectant la décision du juge, mais on mette en détention un individu qui, semble-t-il, selon la première expertise en éthique psychiatrique, aurait eu une probable altération du discernement lors de la commission des faits. Est-ce que vous répondez à ça? Parce que je vous ai dit, il parle d'une probable altération en disant que c'est sous réserve. Et donc altération ne dit pas abolition, et il dit que face à lui, il a quelqu'un qui ne présente pas, donc qui ne présente pas une abolition ni même une altération. Son discours est tout à fait cohérent, et ce qui d'ailleurs est tout à fait confirmé dans la manière dont s'est déroulée sa garde à vue. Donc il ne relève pas de toute façon d'une hospitalisation d'office au moment où il le voit. Et donc nous, on a... Enfin, la procédure là est tout à fait respectée, et on s'entoure de toutes les précautions, c'est-à-dire sur le plan psychiatrique. Le psychiatre nous dit, l'expert nous dit, je trouve qu'il serait utile et nécessaire d'avoir un 2e avis. On le suit et on sollicite une expertise psychiatrique plus à distance des faits et qui pourra peut-être prendre un peu plus longtemps parce qu'on sait qu'en garde à vue, le temps reste compté. Donc on est exactement dans la ligne. Moi, je suis rarement en colère, en fait. Donc c'est peut-être pour ça que ça va mieux. Merci.